Price, c'était un auteur et un enquêteur du paranormal et il est devenu célèbre parce qu'il a fait des travaux sur les phénomènes psychiques et il a aussi dénoncé des fraudes sur certains médiums. Il est particulièrement réputé, surtout pour une de ses enquêtes qui est sur l'hantise du presbytère de Borlée. Alors, il a fait plusieurs enquêtes, donc j'en ai pris plusieurs, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on les fera en plusieurs fois. Alors, la première que j'ai prise, c'est le poltergeist de Battersea. C'est une enquête qui a lieu en 1927. Nico. Donc à Battersea, c'est un quartier ouvrier londonien, sans grande distraction. Attendez, parce que je glisse. Et il y avait là une petite villa qui était le théâtre d'un poltergeist. Je vous rappelle que un poltergeist, ce n'est pas ce que l'on voit nécessairement dans les films. Un poltergeist, c'est quand vous avez quelque chose qui se déplace. Donc, par exemple, vous mettez une pièce sur la table et la pièce se déplace. C'est un effet de poltergeist. Il ne faut pas nécessairement que la chaise traverse votre salle à manger pour aller se fracasser contre le mur pour avoir un effet de poltergeist. Voilà. Et cette maison est habitée par Monsieur Henry Robinson, qui est un homme malade de 85 ans, qui l'a occupée durant 25 ans, mais qui avait été placé en maison de repos à la demande de sa famille. Lorsque les étranges manifestations ont commencé, eh bien, Monsieur Robinson vivait avec son fils de 27 ans, Frédéric, et ses trois filles. Il y avait Lila, Kate et Madame George Perkins. C'était une veuve qui avait un fils de 14 ans qui s'appelait Peter. Les demoiselles Robinson étaient toutes les deux institutrices et le frère, lui, était tuteur. Donc, ils étaient vraiment dans le domaine de l'instruction. La grande bâtisse était des plus banales, elle ressemblait à des milliers d'autres maisons de la métropole, avec 2 étages et son jardin à l'arrière qui donnait sur les fenêtres d'un asile privé dont s'occupait un médecin. Harry Price avait entendu dire que les hommes souffrant de rhumatisme dû au bombardement étaient les principaux patients et les fenêtres de l'établissement se trouvaient approximativement à plus ou moins 80 mètres de la maison. Coucou Caro. Euh, pour que, euh, pour que justement y ait une distance entre ces deux endroits. Juste avant Noël, Harry Price va apprendre d'une source privée que des événements étranges sont en train de se dérouler, mais il va ne pas s'occuper de ce qu'on lui raconte, il ne va pas tenir compte de cette histoire, et il va croire que ça ne va pas changer de ce qu'on lui racontait d'habituellement, et après quoi, il n'entendit plus aucune rumeur jusqu'au 15 janvier 1928. Donc, de Noël, on passe au 15 janvier. Et là, il y a des articles sur les extraordinaires événements qui vont être publiés dans la presse. Et c'est là qu'il va enfin se décider à mener une enquête.
Comment vas-tu, Caro? Malgré tes histoires de journées trépidantes avec tes élèves modèles. Le 19 janvier à 9h30, donc l'enquêteur londonien va se présenter à la maison et il pensait être arrivé assez tôt, mais il y avait déjà une journaliste bavarde qui se trouvait déjà là et ce fut elle qui lui ouvrit la porte, tentant de le bluffer pour lui faire abandonner son enquête. Et comme il n'était pas facilement influençable, ça va, je viens de raccrocher avec ma mère. Elle va mieux, Caro, ta maman? Comme il n'était pas influençable, eh bien, il va négocier son entrée et il va pénétrer dans le bâtiment. Puis après une discussion de quelques minutes, il va se retirer, promettant tout simplement de revenir. Coucou Hugo, eh bien justement, c'est marrant que tu sois là aujourd'hui. J'ai pensé à toi hier parce que hier j'ai téléchargé un des lives lecture où tu étais présent. Et justement, j'ai eu l'occasion de voir tes commentaires et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Hugo. Et aujourd'hui, tu vois, tu es là. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'enquêteur, lui, il va donc décider d'aller au laboratoire national de recherche psychique et il va découvrir un message de l'éditeur du journal londonien, de Evening News, qui lui demandait s'il voulait bien permettre à un journaliste de l'accompagner à la maison. Ce à quoi, bien évidemment, il va consentir. Oui, voilà, je t'ai invoqué, exactement. L'après-midi même, à 15 heures, eh bien, une voiture lui fut envoyée et pour la deuxième fois de la journée, il va retourner dans cette maison. Et à ce moment-là, c'est mademoiselle Kate et le fils Robinson, qui étaient les seuls membres de la famille présents, et monsieur Pry et le reporter qui l'accompagnaient, qui vont obtenir l'histoire complète des perturbations de cette maison. Mis à part Percy, comment leur apprit Madame Robinson, nous avions vécu dans la maison pendant 25 ans, heureux et en paix. Et le 29 novembre, des morceaux de charbon, des pennies ont commencé à tomber sur la véranda à l'arrière de la maison. Le phénomène s'est arrêté pendant quelques jours, puis il a commencé de nouveau au début du mois de décembre. Il m'a semblé extrêmement curieux à l'époque que ces morceaux de charbon qui était très petit et cassait les vitres derrière. Les choses sont alors devenues si préoccupantes que j'ai décidé d'appeler la police, raconte-t-elle, et je pensais qu'une personne jetait des choses par-dessus le mur du jardin et rien d'autre. Un agent de police est arrivé et ensemble, ils se sont rendus dans le jardin et ils ont attendu. Et des morceaux de charbon se sont écrasés à quelques centimètres du toit de la véranda. Mais elle va dire qu'ils ne parvenaient pas à suivre leur vol. Un morceau de charbon a frappé le casque du policier qui a couru vers le mur du jardin, mais il n'y avait personne. Le 19 décembre, leur blanchisseuse va leur raconter qu'elle refuse de travailler plus longtemps dans la maison. Elle raconte qu'elle est venue avec elle et qu'elle était terrifiée et qu'elle avait désigné un tas de cendres brûlantes dans les dépendances. Il n'y avait aucun feu à proximité. Comment est-ce que c'était arrivé là? Une fois encore, la dame va rappeler un agent de police et ils ont alors décidé de regarder dans la cuisine. Et il y avait 2 pommes de terre qui ont été lancées pendant qu'ils étaient assis dans cette fameuse cuisine.
Le lundi, à 9 heures du matin, un point culminant a été atteint et là, toute la famille a été vraiment terrifiée pendant 1 heure. Il y avait des craquements forts dans toutes les pièces de la maison. Sa sœur a couru prévenir le magistrat et le panneau de la fenêtre dans la chambre de leur père a été brisé. Et il se trouvait dans un tel état de peur qu'ils ont décidé de le faire sortir de la maison. Ils ont appelé un homme de la rue et ensemble, ils l'ont porté hors de la pièce, mais au moment où ils l'emmenaient, il y a une lourde commode qui s'est écrasée sur le sol de la chambre. Chaos. Juste avant, sa sœur avait vu le meuble d'entrée se balancer et l'avait appelé. Et elle l'a juste attrapé avant qu'il ne tombe, mais un certain pouvoir étrange semblait vouloir lui arracher des mains et il était tombé dans l'escalier, se brisant en deux parties. Monsieur Bradbury, l'homme qui avait été appelé pour aider et déplacer le vieux monsieur, va confirmer l'histoire de Fred Robinson. Il va expliquer que Monsieur Robinson a demandé de venir chez lui et quand il est arrivé environ à 10 heures, il y avait un poissonnier et un marchand de légumes qui discutaient avec lui de ce qui s'était passé. Il dit: «J'ai vu plusieurs femmes dans la maison. Elles semblaient avoir très peur. Monsieur Robinson m'a emmené jusqu'à une chambre à coucher où il m'a dit que son père avait dormi et il nous a montré une commode renversée. L'une des deux femmes a expliqué qu'elle avait peur de rester dans la maison, mais qu'elle avait également peur d'aller dans sa chambre pour emballer ses vêtements. Ils sont donc allés avec elle dans sa chambre et elle leur a dit qu'elle avait été réveillée par le gros coup sur la porte et le fracas du verre. Un pouvoir, c'est quoi? Un pouvoir de quoi? Donc, nous y sommes restés, raconte-t-il, jusqu'à ce qu'elle ait emballé ses affaires dans son sac. Puis nous sommes ensuite retournés dans la chambre de derrière où Monsieur Robinson nous a montré quelques centimes et du charbon sur le toit de la véranda. Le mot pouvoir, c'est quoi? Le mot pouvoir? Mais tu veux savoir quoi par rapport au mot pouvoir? Parce que tu as le verbe pouvoir et tu as le mot pouvoir, un pouvoir magique, par exemple, avoir des capacités de magie. Le verbe, je connais, mais c'est un nom commun, je pense. Oui, ben, un pouvoir magique, c'est quand tu as la capacité de faire de la magie. Euh, c'est un peu comme un don, si tu veux. Si tu utilises, par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, hein, si tu utilises une baguette magique, ben, tu as le pouvoir d'utiliser ta baguette magique. Voilà. Mm. Une capacité hors du commun. Merci, Caro. Donc, ils étaient quatre et ils ont regardé cela quand tout à coup, d'une autre chambre est venu un grand fracas et ils ont entendu une femme crier en bas. Ils ont couru à la chambre et ils ont vu une commode gisant donc sur le sol. C'était très étrange et Monsieur Robinson nous a emmenés à la cuisine pour nous montrer les dégâts qu'il y avait aussi dans la cuisine. Tu parles d'un Magic Craft? Non. Que le pouvoir de l'univers, un pouvoir quoi. Que le pouvoir des trois. Ça dépend comment tu veux avoir la définition, Hugo, je sais pas moi.
le pouvoir de faire disparaître les choses. Voilà. Donc, après avoir entendu l'histoire des perturbations depuis son commencement, Harry Price et les journalistes vont faire le tour de la maison. Ils vont inspecter soigneusement les dommages qui étaient considérables. Plusieurs vitres avaient été brisées, bien évidemment, et les deux présentaient des tout petits trous. Il y avait aussi des morceaux de cailloux, il y avait des pennies, des morceaux de charbon, des pommes de terre, des morceaux de soute aussi. Lui, mais ça définit pas ce qu'est le pouvoir. C'est quoi un pouvoir? C'est un pouvoir. Si tu trouves ça dans le dico, ça t'aide pas. Je pense que c'est mélangé avec l'allemand. Ah, si tu veux l'origine, bah, le pouvoir, ça doit venir du latin, puisque la majorité de nos mots français viennent du latin. Mais si tu veux savoir d'où ça vient, je veux bien regarder. Attends, le pouvoir. Euh, euh, alors, le pouvoir. Oui, c'est ce que je disais, le pouvoir, le latin impose est un verbe composé post-somme, je suis le maître de fait, à part l'infini pause pour potiès, le verbe est presque régulier sur la base potsum, voire posum, potes, possum, potesti. Bah, j'ai vu du latin, mais ça date, hein. Euh, pour ce qui en est du verbe, pour ce qui en est de l'auxiliaire, mhm, ouais, ça vient du latin. Ça vient du latin. Voilà. Bah, d'où le film Harry Potter, je pense. Je pense que Potter, ça vient de là, hein, ça vient du pouvoir, hein, Harry et les pouvoirs de Harry. Voilà. Bah, je préférais vérifier, mais normalement, ça venait du latin. Donc, à l'intérieur, le verre et le bois de plusieurs portes avaient volé en éclats, et sur le plancher de la chambre de derrière traînaient les morceaux épars de différentes décorations d'une commode en piteux état qui semblait s'être abîmée lors d'une chute. Et dans le hall, les deux hommes remarquèrent un porte-manteau cassé en deux morceaux, les restes de deux portes de chambre, un plateau à thé au poignet arraché, ainsi qu'un certain nombre de photos qui étaient au sol. Tout comme le toit de la serre, le petit jardin était parsemé de différents objets, morceaux de soude, charbon, pièces, etc. Et Monsieur Robinson porta alors leur attention sur des fenêtres des maisons voisines qui avaient elles aussi reçu l'indésirable attention du poltergeist et qui présentaient justement des petits trous, comme si des pierres avaient été envoyées sur elles à l'aide d'une catapulte miniature. Je ne saurais pas te dire, c'est possible. J'ai aussi fait de l'allemand, mais c'était avant la guerre. Non, c'était quand j'étais très jeune. J'ai fait de l'allemand quand j'avais 14 ans. J'en ai 55, Hugo, donc comment te dire que j'ai oublié beaucoup de choses d'allemand et de latin aussi, puisque ces années où j'ai fait du latin,
le latin grec et l'allemand. Donc il y a des choses que je me rappelle, mais il y a des choses que je me rappelle pas du tout, hein, voilà. Après avoir fait le tour de la propriété, donc Monsieur Price, le représentant du journal aussi, vont retourner à la cuisine où ils vont bavarder un moment avec Kate et son frère. Et à ce moment-là, personne d'autre ne se trouvait dans la maison. Les deux hommes s'apprêtaient à partir quand brusquement, un objet dur tomba derrière eux. Ça va retentir dans le passage qu'ils venaient d'emprunter. De la cuisine, un petit couloir menait à l'arrière-cuisine qui s'ouvrait directement sur le jardin par une porte qui venait juste de fermer à l'instant. L'objet, un allume-gaz métallique avec un manche en bois qui mesurait une vingtaine de centimètres, était couché dans le petit passage entre la cuisine et l'arrière-cuisine. Sans doute avait-il été projeté derrière eux. Mademoiselle Robinson va expliquer à ses invités que le briquet à gaz, qui pesait une cinquantaine de grammes, était habituellement posé sur la gazinière dans l'arrière-cuisine. Or, personne ne se trouvait dans la pièce au moment où il avait été jeté. Et là, l'enquêteur va penser un moment que l'objet avait peut-être été placé au-dessus d'une porte ouverte qui séparait la cuisine du couloir. Mais l'expérience va lui prouver que, à moins de le placer en parfait équilibre, une poussée considérable était nécessaire pour le faire tomber. Donc même si Harry Price et le journaliste n'avaient pas remarqué le briquet, Mademoiselle Robinson et son frère vont lui garantir l'avoir vu sur la gazinière lorsqu'il les avait amenés visiter l'arrière-cuisine. Ce curieux incident va faire un excellent titre pour les journaux, justement, euh, qui firent l'écho. Non, non, je ne parle pas allemand. Mm, mm. Je ne parle allemand que quand je chante mes chansons de Rammstein. Google Traduction. Le lendemain matin, ayant appris qu'un certain nombre de phénomènes avaient été observés depuis leur précédente visite, Harry et le reporter vont visiter une nouvelle fois les lieux. Et apparemment, de nouveaux morceaux de charbon, des péniches, de la soute, des pierres avaient été jetés sur la maison, brisant encore une des fenêtres. Ils vont y rester pendant 1 heure sans que rien ne se produise. Vers 11h30 du matin, Harry va retourner au laboratoire de recherche, mais une demi-heure plus tard, l'éditeur va lui prévenir par téléphone que les autorités avaient fait emmener Fred Robinson pour le mettre en observation. L'enquêteur londonien fut fort surpris de ce nouveau développement. Il avait eu une conversation justement d'1 heure avec le vieil homme la veille et il l'avait trouvé tout à fait normal et très intelligent. Apparemment, la police pensait qu'il pouvait être responsable des manifestations de la maison et qu'il avait été envoyé à l'hôpital Saint-John de Battersea pour y être examiné. Pauvre homme. Pauvre homme. Le 23 janvier, dans l'après-midi, Ray Price, toujours accompagné du reporter, va retourner à la maison, ce qui va lui permettre d'avoir un long entretien avec la veuve. Le fait que Monsieur Frédéric Robinson ne soit pas présent dans la maison ne faisait aucune différence quant au phénomène. En effet,
Madame Perkins va lui apprendre que durant le week-end, les manifestations avaient été violentes, avaient été variées. Et il y avait eu aussi des grandes activités au niveau des meubles. Le samedi, les chaises avaient de leur propre gré marché, entre guillemets, hein, dans le couloir, l'une à la suite l'une de l'autre, puis elle l'avait empêché de les mettre sur la table. D'une incroyable manière, dès qu'elle s'approchait avec des assiettes, alors les chaises s'entassaient sur la table. Ça l'empêchait bien évidemment ça la faisait s'arrêter dans ses préparatifs. Et à la troisième tentative, Madame Perkins avait fini par sortir dans la rue et elle avait demandé à un agent de police qui se trouvait là pour rentrer dans la maison et observer le phénomène. Malheureusement, le policier était originaire de Londres et naturellement flegmatique, et comme il n'y connaissait rien en poltergeist, il l'avait accusé d'empiler elle-même les chaises sur la table, puis il était parti. Donc, mademoiselle Robinson, la sœur de madame Perkins, leur expliqua qu'après que son frère ait quitté la maison, un attaché-caisse avait volé à l'étage, qu'un parapluie avait sauté d'un porte-manteau pour retomber sur le sol de la cuisine, qu'un huilier s'était écrasé sur le plancher et que la table que les deux femmes avaient finalement réussi à préparer pour le dîner s'était renversée toute seule. Non, non, laisse tomber, je vais pas savoir te relire. Poursuivant son histoire, mademoiselle Robinson va leur expliquer qu'elle avait tellement eu peur qu'elle avait décidé euh, d'a- d'aller à l'extérieur, et à ce moment-là, par la fenêtre de la cuisine, elle avait vu toutes les chaises tomber et des pierres étaient tombées sur le toit. Un peu plus tard, quand elle avait voulu les remettre en place, les chaises leur avaient semblé particulièrement lourdes. Cette information ne surprit pas Monsieur Price, car il n'était pas sans ignorer que les objets supposés déplacés par un poltergeist se trouvaient souvent plus lourds qu'à l'ordinaire. Donc ça veut dire que pour lui, quand quelque chose comme, par exemple ceci, ça a son poids, eh bien pour lui, quand c'était pris et déplacé par un poltergeist, c'était plus lourd après. Bien sûr, c'est parce que nous, on a notre langue, c'est notre langue maternelle. C'est pour ça. Trois personnes avaient été témoins de mouvements spontanés présumés de meubles. Il y avait aussi le jeune garçon de 14 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait eu tellement peur qu'il refusait de s'asseoir sur les chaises. Il craignait qu'elles se mettent à bouger alors qu'il était dessus. L'incident l'avait tellement impressionné qu'au cours des jours qui suivirent, sa mère l'envoya à la campagne. L'allemand est compliqué. C'est une langue très compliquée, très dure. Très dure à écrire, à retenir, mais aussi à parler. C'est un peu comme le néerlandais. Le néerlandais, c'est pas si facile que ça non plus. L'anglais est beaucoup plus comment, intuitif. Voilà. Le néerlandais, l'allemand, ce sont des langues assez compliquées, certes. Oui, mais pour nous, le français est super simple, Caro, parce que ça fait partie de notre langue maternelle. Mais pour ceux qui sont étrangers et qui apprennent le français, ils te diront que le français est compliqué.
Donc ça, c'est propre à chacun. Euh, oui, c'est ça. Hmm. L'italien n'est pas une langue difficile parce que euh, elle est très proche du français et mélangée avec un petit côté latino. Donc du coup, c'est un peu plus facile. Après avoir écouté le résumé des événements du week-end, eh bien, Harry Price firent une nouvelle inspection qui semblait être dans le même état que le vendredi précédent. Puis il va retourner à la cuisine, il va discuter avec les personnes qui étaient dans la maison et il va y avoir encore un bruit sourd. Pour l'enquêteur londonien, le son ressemblait à la chute d'une lourde paire de bottes ou d'une brosse et aussitôt il va se mettre à chercher. Il sera aidé par le journaliste, bien évidemment, et 1 ou 2 minutes plus tard, ils vont remarquer quelque chose de sombre sous une chaise rangée dans un angle. Ils vont s'approcher et ils vont reconnaître une paire de chaussures noires de dame. Tractopelle à salade. Ah, mais ça, je sais, Caro. Mais après, ça, c'est propre à chacun, hein. Après, celui qui fait pas d'effort, ben, il apprendra jamais rien, hein, ça c'est clair. Là, qui vont tous parler allemand dans mon chat. Ramenant les chaussures à la lumière, ils vont remarquer un petit objet dur dans celle de droite, un petit ornement de bronze en forme de chérubin qui pesait plus ou moins 100 grammes. Les cris d'étonnement, réels ou simulés, par laquelle les dames vont saluer sa découverte, furent renouvelés quand elles vont remarquer que l'ornement était celui de la cheminée du salon, où il reposait depuis 25 ans en compagnie d'un autre chérubin. Les deux femmes vont lui assurer que jamais ces chérubins n'avaient bougé de leur place auparavant et que personne ne les avait retirés non plus du salon. Harry Price va continuer à inspecter la cuisine, mais il ne va rien découvrir d'autre. Si l'ornement en bronze était réellement venu de la pièce voisine et qu'il avait fait 2 tours en angle droit, puis était passé au-dessus de leur tête, il était concevable qu'il ait pu être lancé par l'une des femmes. Mais l'enquêteur se trouvait à quelques centimètres d'elle et n'avait remarqué aucun mouvement suspect de leur part. Pas plus d'ailleurs que le journaliste. De plus, l'ornement était plutôt froid lorsqu'il l'a retrouvé, donc il n'était pas comme s'il avait été tenu en main. Et il avait conservé une partie, s'il avait été pris en main, il aurait gardé une partie de la chaleur humaine. Oh, ah, ah, ben voilà Neiko qui nous parle en asiatique. Les deux hommes vont fouiller toutes les pièces une nouvelle fois et ils ne vont rien trouver de nouveau. Puis ils vont demander à passer la nuit dans la maison. Malheureusement, un peu plus tard dans la journée, Harry Price apprit que le poltergeist et les nombreux curieux qui venaient rôder devant cette maison avaient fait fuir les deux sœurs de telle sorte qu'il dut abandonner l'idée de dormir chez elles. Durant tout le week-end, la police avait dû intervenir pour tenir la foule tout le week-end à distance, mais aussi pour regarder ce qui était en train de se passer.
Mmh. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte dans le chat? Vous m'avez perdu. Vous m'avez complètement perdu. Du coup, Nico, tu me disais quoi? Yamet Koudassé. Ça veut dire quoi? Hmm. Ben, ça veut dire arrêter. Ah, merci. Toute une phrase pour dire arrêter. Arrêter quoi? Ah, j'ai compris. Tant de mots pour dire arrêter. Ah, je vous jure. Le lundi après-midi, quand Harry était sorti du bâtiment, un bandit costaud à l'accent russe l'avait abordé, lui proposant d'inspecter les lieux pour lui, et l'enquêteur avait refusé ses services sans le remercier, se disant que l'homme aurait eu sa place plutôt dans un bar avec une vodka. Euh, comment il est fort, Neiko, il est fort porté sur sur tout ce qui est asiatique. Le lendemain, mademoiselle Robinson et sa sœur trouvèrent le courage de retourner chez elles et l'éditeur du Daily Express demanda à Harry Price s'il voulait bien emmener une médium dans la maison afin d'avoir ses impressions, ce à quoi il va consentir. Le psychique en question donc était mademoiselle X, amatrice du paranormal, la fille d'un professionnel londonien bien connu. Le mercredi, donc 25 janvier, aux environs de 15 heures, Harry Price, la médium et le représentant du Daily Express vont se présenter chez les Robinson. Mais en ce milieu d'après-midi, seule Madame Perkins était présente. L'enquêteur amena Mademoiselle X dans chacune des pièces, espérant qu'elle ressentirait quelque chose. Mais la jeune femme ne découvrit rien. Rien du tout. Cette information euh, lui sembla, le rendait un peu dubitatif et il va lui demander si, si cette information, si elle ne pouvait pas avoir des parties plus éclairantes parce que comme il y avait des faits assez nombreux qui se passaient dans la maison, eh bien, en fait, il voudrait quand même avoir des réponses. Mademoiselle X va déclarer qu'elle avait un peu froid alors qu'elle se trouvait seule au pied, seule dans une pièce qui était chauffée, euh, mais elle ne va rien ressentir sur le coup. Là, qui me parle de nourriture maintenant. Vous allez me donner faim. C'est infernal, vous allez me donner faim. Voilà, bravo. Donc les deux hommes vont lui proposer de s'asseoir près du feu où elle pouvait regarder mademoiselle Perkins effectuer ses tâches ménagères, puis ils vont continuer leur recherche, refermant soigneusement la porte de la cuisine derrière eux. Ils fouillèrent toutes les pièces du rez-de-chaussée, examinant minutieusement chaque meuble et chaque décoration, notant même leur position exacte, puis ils vont monter au premier étage, mais à peine étaient-ils arrivés
à l'étage qu'ils vont entendre quelque chose tomber quelque part en dessous. Merci, Caro. Et sur le fouet, hein, parce que là, il commence à tout se dissiper. Hein. C'est quoi cette affaire? La porte de la cuisine était toujours fermée et en réponse à leurs questions, les dames leur apparirent qu'elles n'avaient, vont leur apprendre qu'elles n'avaient rien remarqué de spécial. Après avoir refermé la porte de la cuisine, ben, les deux hommes vont remonter au premier. Les chambres étaient divisées par un couloir qui allait de l'arrière à l'avant du bâtiment. Lors de leur inspection, eh bien, M. Price et le journaliste vont traverser ce passage étroit, bien éclairé, au moins 6 ou 7 fois. Et aucun d'entre eux ne va remarquer quoi que ce soit. Et ils vont se trouver dans une des chambres quand brusquement, ils vont entendre un objet tomber quelque part dans la maison. Les deux hommes vont faire immédiatement demi-tour, mais en arrivant dans le couloir, ils vont apercevoir un savon. Vous savez, les savons qu'on utilisait dans le temps pour... attendez, pour... voilà. Pendant... J'ai eu peur. Comment ça se fait que j'ai eu un miaou? C'est bizarre. C'est comme si j'avais eu un follow. J'ai failli crever. En fait, le miaou, c'est ma sonnerie d'alarme de quand j'ai un follow. Bizarre. C'est moi. Ah ben, re-bienvenue à toi, Hugo. Vous savez, les savons qu'on utilisait pour laver les vêtements dans le temps. Ils se trouvaient sur le plancher droit devant eux, à environ 2 mètres de la porte de la chambre. Et pour Harry Price, tout comme le correspondant du Daily Express, hein, il était tout à fait impossible qu'il soit passé 7 fois près du savon sans le voir ou sans marcher dessus. Mais curieusement, il était tombé et il n'avait rien entendu. S'il était tombé, ben, à ce moment-là, il n'avait rien entendu. Heureusement qu'il n'y a pas de raid, hein, parce que le bruit du raid, il est spécial. Sans toucher au savon, les deux hommes vont descendre à la cuisine dont la porte est toujours fermée. Madame Perkins et Mademoiselle X vont déclarer qu'elles n'avaient pas bougé de la pièce et que la porte de la cuisine n'avait pas été ouverte. Personne n'aurait pu entrer dans la maison, sauf par la porte d'entrée qui ne se trouvait que à l'intérieur ou par le jardin qui menait à la buanderie. Quelques jours plus tard, Monsieur Frédéric Robinson va retourner chez lui, excusez-moi, et il va apprendre que plus aucun phénomène ne se produisait dans la maison. Comme l'avait deviné Harry Price, Monsieur Robinson s'était avéré tout à fait normal et il était absurde qu'il ait été obligé d'aller à l'hôpital et de quitter son domicile. L'affaire Battersea, celle de la maison du mystère, va se terminer ainsi de manière fort satisfaisante, mais peu concluante. L'aïeul de la famille, M. Robinson, mourut à l'hôpital, ce qui obligea ses descendants à quitter la maison qu'ils occupaient depuis 25 ans. Dans la conclusion de cette enquête, en commençant son enquête, Harry Price ignorait si les phénomènes étaient naturels
ou s'ils étaient dus à une personne mal intentionnée. Au début, il avait pensé que les anciens soldats de l'asile jetaient des missiles qui brisaient les vitres de la maison. Il avait d'ailleurs eu des frictions entre certains pensionnaires et les Robinson, mais aucune force extérieure n'avait pu casser la vaisselle et briser le mobilier intérieur. Hein, qu'est-ce qu'il me raconte avec le rage? L'enquêteur avait ensuite soupçonné certains des membres de la famille de vandaliser délibérément leur maison et de attribuer des phénomènes au paranormal. Il avait tout d'abord pensé au jeune Peter, mais le jeune garçon ne semblait rien connaître des perturbations. Il était absent lors de la plupart des phénomènes et il ne possédait pas la force physique nécessaire pour infliger des dommages sur le mobilier. De plus, avec une maison remplie de gens suspicieux, la moindre action bizarre de sa part aurait instantanément été remarquée. En fait, la seule fois où Harry Price l'avait croisé, ce jeune Peter, eh bien, il était complètement terrifié. Et souvent, les phénomènes de type poltergeist étaient associés aux adolescents. Mais l'enquêteur était persuadé que cette fois-ci, il n'y avait aucun lien entre le garçon et les manifestations. Là, je suis un peu dérangée quand même par ce fait de dire que quand il y a des effets de poltergeist, c'est toujours lié aux adolescents. Je suis pas trop d'accord. euh, Parce qu'on peut avoir des effets de poltergeist chez soi sans pour autant qu'il y ait des ados ou des enfants. Certains visiteurs de la maison du mystère avaient suggéré à Harry Price que les perturbations pouvaient avoir été délibérément planifiées par certains membres de la famille pour effrayer le vieux Robinson, sans toutefois en préciser la raison. Mais cette théorie ne tenait pas du tout à l'analyse. Donc, en outre, les incidents de l'allume-gaz, du chérubin, du savon laissaient quand même Harry Price perplexe, et comme il n'avait pas vu les objets se déplacer sous ses yeux, jamais il ne pourrait être tout à fait sûr qu'il y avait une explication normale et, et de pouvoir la prouver. Il lui fallait néanmoins admettre que le mystère de cette maison présentait des caractéristiques très inhabituelles. L'enquêteur était convaincu, même s'il n'avait aucune preuve, que les anciens soldats de l'asile psychiatrique avaient été à l'origine des premières perturbations et que ça avait eu une répercussion sur certains membres de la famille Robinson qui avaient alors réagi d'une certaine manière. La nature de cette réaction était une question de comment que l'enquêteur considérait l'hypothèse paranormale comme étant la plus probable. Parce que s'ils ont été dérangés, par exemple, eh bien, c'est possible que le fait d'être dérangés, eh bien, ça les ait incités aux invisibles à justement euh, commettre des choses qui allaient être allez, percutantes, qui allaient faire réagir les gens. Donc peut-être qu'au départ, ça venait des humains et que après, c'est devenu tout simplement paranormal. Selon Monsieur Robinson, qui avait été témoin de près de 100 manifestations, la plupart des phénomènes avaient lieu lorsque son jeune neveu se trouvait dans la maison, sous surveillance ou en sécurité dans sa chambre. Une nouvelle fois,
Ce détail rappelait à Harry Price la hantise du presbytère de Borlée, dont on va parler, dans lesquels les Weasley étaient impliqués. Donc, on n'a jamais pu prouver si les deux affaires se ressemblaient ou si c'était vraiment, une véritable histoire paranormale. Et au jour d'aujourd'hui, il est bien trop tard pour pouvoir rassembler des preuves, parce que à cette époque-là, c'était pas du tout la même chose et on ne le saura jamais exactement. Après, je trouve qu'il est un peu dommage, c'est qu'on ne parle pas plus de l'intervention de Mademoiselle X. On dit juste qu'elle a ressenti énormément, qu'elle a ressenti du froid. On sait que le froid peut être conducteur ainsi que le chaud, hein. Mais voilà. Faut-il toujours tout savoir? Non, pas du tout. C'est bien de garder un petit quelque chose de mystère. Mais même Harry Price n'a jamais eu une véritable conclusion pour cette histoire. Ça, c'est vrai. Mm. Tout à fait, on est d'accord, Caro. Du coup, on va passer à la deuxième histoire, qui est justement le presbytère de Borlée. Je suis d'accord avec toi, Caro. Et cette histoire se passe donc à Borlée, dans l'Essex, au Royaume-Uni, où se trouvait autrefois le presbytère de Borlée, dont la réputation de la hantise défrayait la chronique. Le presbytère de Borlée avait été construit par le révérend Henry Dawson en 1862 sur le site d'un ancien prieuré du XIIIe siècle. Une légende rapporterait que de nombreuses années auparavant, l'un des moines du prieuré entretenait une relation interdite avec une jeune novice d'un couvent voisin. Lorsque leur histoire avait été découverte, les deux amants s'étaient enfuis, mais ils avaient rapidement été rattrapés et le moine avait été pendu et la religieuse emmurée dans les caves du prieuré. Depuis, l'endroit était déjà réputé hanté. Et elle, ce n'était qu'une femme. Mais je te rappelle que cette époque-là, dans ces années-là, c'était pas comme au jour d'aujourd'hui. Né en 1833, le révérend, euh, en 1862. Stella, elle est lourde, mais vraiment lourde. Né en 1833, le révérend Henry Dawson était le fils unique du révérend Édouard Bull. Et le 11 février 1862, 4 ans après avoir terminé ses études, il va épouser Caroline, elle-même fille de révérend, et au cours de la même année, il devient recteur de l'église de Borlée. Ignorant les rumeurs de hantise, le révérend fit alors construire le presbytère sur le site de l'ancien prieuré. Le jeune couple va y emménager et très rapidement, ils vont devenir les témoins d'étranges phénomènes. Il y avait des bruits de pas, des craquements, des coups dans les murs qui résonnaient
souvent dans tout le presbytère, et des objets qui semblaient bouger de leur propre volonté. C'était dans les années 1800, Caro. Donc c'était une de tes petites fillottes. Parfois, au crépuscule, une religieuse fantomatique déambulait dans le jardin, non loin de la maison. Le 28 juillet 1900, 4 des filles du révérend, qui avaient 13 enfants, vont rapporter avoir aperçu le fantôme de la religieuse alors qu'elle errait dans le crépuscule à 40 mètres de la maison. Elle avait été alors tentée de l'approcher pour lui parler, mais l'apparition avait brusquement. Les villageois n'ignoraient rien de ces manifestations auxquelles certains disaient avoir même assisté, et ils connaissaient aussi l'existence de la mystérieuse nonne. Je vous rappelle qu'elle avait été emmurée. Le révérend, qui trouvait tout cela fort divertissant, fit alors construire une maison d'été donnant sur la fameuse promenade afin de pouvoir observer les apparitions à loisir. Et les soirs d'été, on l'y voyait donc s'y mettre, accompagné de son fils Henri, guettant justement la fameuse religieuse, et ils étaient en train d'observer tout ça avec Caro. Euh, oui, voilà, ça va finir comme le film La Nonne. Euh, avec un cigare à la main. Malheureusement, tous les paroissiens n'étaient pas aussi enthousiastes, et il arrivait que certains soient effrayés par la mystérieuse apparition qui se montrait également à l'une des fenêtres du presbytère. Mais il y avait plus inquiétant encore. Parfois la nuit, les bruits de sabots retentissaient juste en face de l'édifice, et certains affirmaient avoir vu une calèche conduite par 2 cochers sans tête. Le 2 mai 1892, le révérend Henri Bull mourut dans la chambre bleue du presbytère de Borlée, et son fils, le révérend Henri, prit sa succession. La rumeur raconte que le révérend Henri appréciait les phénomènes plus encore que son père. Il vécut à Borlée jusqu'à sa mort en 1927. Le 2 octobre 1928, le révérend Guy Smith emménagea au presbytère avec sa famille. La maison qu'il n'avait pas visitée auparavant était dans un triste état. Il y avait des tuyaux cassés, des coupures d'eau, le toit présentait des fuites et certaines chambres étaient inhabitables. Peu après leur arrivée, alors qu'il nettoyait un placard, la malheureuse madame Smith découvrit un étrange colis enveloppé dans un papier. À l'intérieur se trouvait le crâne d'une jeune femme. Bonsoir OMG, j'ai tout loupé. Coucou Loulou, comment vas-tu? La première manifestation surnaturelle fut le son d'un ballon traînant sur le sol d'une pièce inoccupée. Un soir, le révérend Smith, armé d'un bâton de hockey, s'assit dans la salle et attendit la venue du bruit. Et il vint. Le son ressemblait à celui de pantoufles sur des planches nues. Le révérend se rendit alors à l'endroit où les pas semblaient être, puis il donna un bon coup de bâton. Mais le morceau de bois siffla dans le vide, et les bruits de pas continuèrent
à travers la pièce. Ça va bien, merci. Le révérend se rendit donc euh, euh, se rendit alors à l'endroit où les pas semblaient être et ne va pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi les pas continuent et pourquoi son bâton n'a-t-il rien touché? Quelque temps plus tard, une servante ramenée de Londres va donner tout à coup son congé après 2 jours de travail, déclarant catégoriquement qu'elle avait vu une nonne marcher dans les bois derrière la maison. Par la suite, une autre servante va rapporter avoir aperçu à 2 reprises la fameuse calèche sur la pelouse. Elle la décrivit comme une sorte de vieux carrosse amusant tiré par des chevaux bruns. Puis, une nuit de printemps, Madame Smith aperçut elle aussi cette fameuse calèche menée par des chevaux fantomatiques. Les Smiths vont se résigner alors à demander de l'aide et c'est là qu'ils vont contacter euh, la société Society for Psychic Research, qui était la société pour la recherche psychique. C'est alors que le Daily Mirror va envoyer un journaliste enquêter au presbytère. Si c'est ça, si c'est exactement ça. Et il va écrire sans délai le premier d'une série d'articles détaillant les différents phénomènes inexpliqués rencontrés par les Smiths. C'est tout à fait ça. Il y a plusieurs histoires concernant Harry Price. C'est pour ça que j'ai dit que je le ferai en 2 volets. En 2 volets. En 1931, le révérend Foster, donc le suivant, et Marianne vont remarquer que leur fille Adélaïde était une enfant bien trop solitaire et il était clair qu'elle avait besoin de petits compagnons de son âge. Et lorsque ils vont répondre à une petite annonce passée par le révérend, ils vont se présenter à Borlée en compagnie de son fils David et le révérend va les engager immédiatement afin d'offrir à sa fille l'ami dont elle avait besoin. Monsieur Perlis était un homme étrange qui n'aimait guère le travail et qui avait pour fantaisie de faire appeler d'autres personnes. Il occupait une petite maison sur la propriété et très vite commença à s'insinuer dans l'intimité justement des personnes qui vivaient là. Ils passaient énormément de temps en leur compagnie et Franck et Marianne, qui se sentaient un peu perdus, devinrent rapidement amants dans leur relation et qui était extrêmement orageuse. Pourtant, lui-même s'en disait victime justement d'avoir souffert de ça quand il était jeune. Il va aussi parler d'agression euh, contre Marianne et c'est là que le révérend va demander à Henry Price d'intervenir et l'enquêteur du paranormal va se rendre sur place le 15 octobre accompagné de quelques collaborateurs. J'ai un drôle de son dans mon écouteur droit, comme si c'était un bisou. Maintenant, c'est Chucky. Mais c'est Mr. Smith. Ils vont tous me les faire.
Harry Price, Molly Goldney et la famille Foster. Peu de temps après leur arrivée, Marianne va rapporter avoir vu le fantôme du révérend. À une autre occasion, elle va dire que lorsqu'elle traversait la cuisine, qu'elle va apercevoir une sorte de monstruosité juste face à elle. D'après sa description, l'apparition était sombre, mais elle ressemblait plus à une chauve-souris géante qu'à toute autre chose. La créature alors avait tendu la main et lui avait touché l'épaule, et à son contact, c'était comme si elle avait ressenti une main de fer. Le révérend pensait que sa femme faisait preuve de quelques facultés médiumniques, ce qui expliquait que lui, qui n'avait aucun talent pour ce genre de choses, n'avait jamais vu aucune apparition. Batman. Il avait tenté d'effectuer un exorcisme à 2 reprises, mais ses efforts avaient été vains. Au milieu d'un premier exorcisme, il avait été frappé à l'épaule par une pierre de la grosseur d'un poing. Puis des messages griffonnés commencèrent à apparaître sur les murs, parfois en présence de témoins. L'auteur de ces messages semblait avoir une certaine affection pour Marianne. En janvier 1932, Monsieur et Madame Warren, membres du cercle spiritualiste dans l'Excess, vont offrir de débarrasser le presbytère de son fantôme, mais Marianne va refuser. Marianne de Robin des Bois. Monsieur Warren va insister, et bientôt, sous la condition de n'accuser Marianne de rien, ils eurent la permission quand même de visiter. Selon Marianne, ils étaient des personnes différentes d'Harry Price, et ils n'étaient pas, euh, ce n'était pas le même style de personne. Après, on ne peut pas comparer les Warren et Harry Price, qui était beaucoup plus rationnel, alors que les Warren étaient totalement différents. Lui, il était démonologue, elle avait des capacités médiumniques, et il travaillait, je vous rappelle, en équipe. On avait fait justement des lives sur les Warren. Les Warren se présentèrent au presbytère en compagnie de Frost euh, le 23 janvier pour discuter de la séance à venir. Les Foster vont leur offrir le thé, et ils étaient en train de leur relater les différentes manifestations dont ils avaient été témoins, quand soudain, un bruit sourd va retentir dans la cuisine et l'une des cloches va se mettre à sonner. Le révérend va suggérer alors que la séance se tienne en ce jour, et brusquement, une série de bruits épouvantables vont les ramener vers le hall. Permafrost. C'est encore un autre film, ça. Je connais pas celui-là. Quand ils vont ouvrir la porte de la cuisine, un spectacle étonnant va s'offrir à leur regard. Des bouteilles étaient lancées dans toutes les directions, mais personne n'était visible, et les autres portes menaient à la salle qui était fermée. Ils vont tous regarder avec étonnement les bouteilles qui semblaient monter tout à coup dans les airs, puis dévaler l'espace et se briser en morceaux sur le sol ou contre les murs. Tort. À plusieurs reprises, elles furent jetées sur les témoins, et en voyant ce spectacle, les Warren vont décider d'aller chercher le reste du cercle, laissant Monsieur Lestrange, donc un de leurs amis,
en compagnie des fausteurs. Et après leur départ, les bouteilles vont quand même continuer à être envoyées dans les escaliers, et bientôt la cuisine fut jonchée de bruits de verre. Un peu plus tard, plusieurs cloches se mirent à sonner en même temps, et le médium tenta alors de communiquer avec les esprits à l'aide de la cloche, mais lorsqu'il rentra en contact avec les défunts, euh, le père du il va rentrer en contact avec le père du révérend, et ce dernier va demander à ce que la séance soit arrêtée. Le médium prenait des notes sur des événements dans la bibliothèque quand il va entendre des pas prudents, mais c'était extrêmement distinct, et ça entrait dans la salle. Un frisson va lui parcourir le dos, et les pas vont s'approcher de lui et puis s'arrêter. Alors il va se retourner brusquement, mais il n'y avait personne. De son côté, Marianne dit avoir entendu du bruit dans l'escalier. L'estrange, c'est dans Harry Potter. Après, il y a énormément de choses qui ont été reprises, hein, de ces histoires. Franchement, il y a eu énormément de choses qui ont été reprises, hein. Ce qui va se passer, c'est que en 1936, le révérend prit en charge la petite église de Borlée, mais va refuser d'habiter dans donc un autre révérend, d'habiter au presbytère qui était en mauvais état, et il va demander à l'évêque l'autorisation d'aller occuper l'autre maison, soi-disant plus spacieuse. Les autorités religieuses qui avaient accédé à la demande du nouveau révérend vont tenter alors de vendre la propriété sans succès. Ils vont la louer à des gens. Et le 19 mai 1937, Harry Price, qui voulait tenter d'obtenir une preuve de la nature paranormale du presbytère, va signer un contrat d'1 an pour la location de la maison, donnant aux personnes qui voulaient cette maison l'autorisation d'y rester. Et le 25 mai 1937, pardon, y fit paraître une petite annonce dans le Time. Cette petite annonce était: maison hantée. Les personnes ayant du loisir et de l'intelligence critique et impartiale sont invitées à se joindre à tour de rôle aux observateurs d'une enquête qui se déroulera pendant 1 an, de jour comme de nuit, de la prétendue maison hantée. Des instructions imprimées seront fournies, une formation scientifique ou la capacité à manipuler des instruments simples seront considérés comme des avantages. La maison étant située dans un hameau isolé, posséder votre propre voiture est donc indispensable. Et il donne l'adresse. Suite à cette annonce, Harry Price, qui agissait au nom du Cercle de recherche paranormale, reçut 200 candidatures. S'il interrogea tous les volontaires, au final, il n'en garda que 48, choisissant les plus intelligents, les plus instruits, les plus compétents. Il leur remit alors les instructions imprimées, euh, un petit recueil de 8 pages intitulé La hantise présumée au presbytère de Borlée. Instructions pour les observateurs. Ce recueil contenait un résumé des manifestations, la façon dont il fallait opérer, les phénomènes surnaturels possibles, la conduite à tenir en cas d'observation, la réaction de rapports et de procédures lors d'observations, et une déclaration à signer par laquelle les nouveaux enquêteurs s'engageaient à suivre les instructions à la lettre.
Pour éviter d'être accusé de mystification, Harry Price va décider de ne pas s'installer au presbytère. L'accès de la propriété se faisait par monsieur et madame Arbonne, donc les personnes qu'il avait laissées dans la maison et qui détenaient les clés et qui avaient reçu pour consigne de ne laisser entrer que les personnes autorisées. La plupart des enquêteurs n'étant disponibles que le week-end, les bâtiments étaient rarement occupés en semaine. Les observateurs avaient pour consigne de faire le tour de l'édifice plusieurs fois par jour, par nuit, tentant de remarquer toute activité inhabituelle. Harry Price avait estimé que les chambres étaient une des pièces la plus hantée du presbytère. Leur période d'observation terminée, chacun des participants rédigeait un rapport et le soumettait tout simplement à monsieur Price dans son bureau du cercle de recherche. Les rapports étaient conservés et ils variaient énormément suivant les auteurs. Certains prenaient la forme de brèves lettres rapportant vaguement quelques incidents, alors que d'autres avaient détaillé à la minute même, indiquant les mouvements de l'observateur, la température dans différentes parties du bâtiment, etc. C'est quand même incroyable que ce soit qu'il ait eu besoin de autant de personnes pour avoir des détails sur cette maison. Parce que c'était, il aurait fallu que lui, il observe. Il était enquêteur, donc pourquoi lui-même n'a-t-il pas pris le temps d'observer et de noter toutes ces choses-là? Il y a eu un incendie dans le presbytère et peu après cet incendie, le lieutenant et quelques officiers qui se trouvaient temporairement en Angleterre vont passer les nuits du 28 au 9 juin et du 28 au 9 juillet au presbytère et ils vont rapporter de nombreux phénomènes. À leur arrivée, ils vont raconter que des pierres sont jetées et dès la première nuit, ils vont entendre des bruits de portes qui se fermaient, des grattements fantomatiques, plein de choses qui avaient déjà été rapportées par le passé. Oui, mais oui, c'est extrêmement bizarre parce que moi, si j'avais eu l'occasion de rester dans le presbytère, tu penses bien que j'aurais mené mon enquête de fond en comble. Misère, jamais je mets les pieds dans un truc pareil. Où ça va être encore plus gros et qui va être assez perturbant, c'est que il va être raconté que depuis l'incendie du presbytère, les fantômes se seraient réfugiés dans l'église qui serait le théâtre de manifestations. Après avoir visité le site, Ed Warren, le célèbre enquêteur du paranormal, va déclarer que Borley était l'endroit le plus hanté d'Angleterre et qu'il était un portail virtuel pour le surnaturel et qu'il en était ainsi depuis des centaines d'années. Au cours de différentes visites, les Warren avaient été témoins de nombreuses manifestations surnaturelles. Ils avaient vu d'étranges lueurs, des pluies de pierres sortir du néant, des poltergeists. La nonne de Borley marchait au bord de la route. Lorraine avait entendu des voix, elle aurait senti la présence d'esprits et elle aurait aperçu une ombre cagoulée tourner les pages d'un livre. Ed l'aurait même pris en photo. À une occasion, elle va rapporter avoir observé une magnifique apparition luminescente de la nonne, flotter, euh, dans la nuit.
L'église était noire comme la nuit et j'ai vu une lumière s'infiltrer. Sa silhouette aux couleurs de pêche dégageait une aura puissante. Elle a fait tomber une pierre qui m'était destinée et je l'ai gardée. Oui, c'est de là qu'est sorti le film. Bonsoir, Shalom Anis Isaac. Bienvenue à toi sur le live. Il existerait d'autres photos d'apparitions plus ou moins récentes, dont l'une date de 1995, qui montrerait le fantôme du fameux Harry Price, qui serait revenu comme il l'avait promis, afin de prouver sa théorie. Le presbytère, pour lui, est bien un lieu entier. Donc, que ce soit l'autre lieu ou celui-là, sauf que le premier lieu, il a été un peu bâclé parce que euh, Harry Price a fait son enquête avec un journaliste, mais ça s'est arrêté là. Tandis que le presbytère de Borlée, il y a eu Harry Price qui a mené une enquête avec des collaborateurs qu'il a choisis, mais il y a eu aussi les Warren qui ont fait leur enquête. Donc du coup, comme les tenants et les aboutissants étaient fort proches les uns des autres, c'était totalement différent. La streameuse lit une histoire vraie issue d'un article ou d'un roman de fiction. Alors, la streameuse parle paranormal et les histoires, c'est le mercredi. Les jours de lecture, c'est le mercredi. On parle paranormal et ésotérisme bien souvent le vendredi. Je fais aussi des enquêtes paranormales. Et je m'intéresse, à des personnes qui ont fait des enquêtes paranormales par le passé, comme Harry Price ou, Léo Warren. Il y a d'ailleurs eu des lives qui ont été faits avec Tony concernant, les recherches des Warren. Donc voilà. Et en parlant de ces histoires-là, ça nous a permis aussi de mettre le doigt sur certains films qui sont sortis à la télévision, comme vous disiez tout à l'heure dans le chat, en parlant de la nonne, il y a de fortes chances que ce film soit tiré de l'histoire de Borlée. Après, ici, il faut que tu saches que on parle un petit peu de toutes sortes et on parle des mythes et des légendes. On parle aussi de personnes, de sectes. On a parlé aussi, oui, c'est ça, Caro. On a parlé aussi de meurtriers, de meurtriers connus. On a parlé d'ufologie, on fait de la guidance, on parle des sabbats, on parle des énergies de la lune, nouvelle lune, etc. On parle paranormal forcément, développement personnel, ça c'est plus rare, mais ça arrive encore. Et alors, tout ce qui concerne le para, les enquêtes para au montant, et en hiver, on fait les analyses de nos propres enquêtes. Et ça, je me suis inspirée du contenu de mon confrère Simia, qui m'a donné l'autorisation de faire la même chose que lui. Sauf qu'on le fait différemment, hein, chacun son truc, hein. Mais voilà, tout simplement. Et sinon, tous les mercredis, on fait un petit peu de gaming et après, on passe sur de la lecture d'histoire crépi. Alors là, tu peux vraiment parler vraiment d'histoire. Ça, c'est vrai. Pas la même façon et pas les mêmes sujets. C'est ça, exactement. Tout simplement. Après, je pouvais pas non plus, je pouvais reprendre
la base de ce qu'il faisait parce que la base me plaisait. Mais après, je pouvais pas non plus faire un copier-coller de ce qu'il faisait. Euh, Chacun a sa propre façon de faire et puis voilà, même au niveau des enquêtes. Quand tu regardes au niveau des enquêtes, on utilise beaucoup de matériel qui est identique, mais on l'utilise de façon totalement différente. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde et on est là vraiment dans le partage. Et c'est ça que j'aime vraiment bien avec lui. C'est que justement, on a ce truc que l'on peut partager justement. Mmh. Mmh. Je vous mets sa chaîne ici. J'espère que ça va marcher. Voilà. Ok, je vais essayer de suivre et rattraper. Je n'étais pas là au début. Il n'y a pas de souci. De toute façon, si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu trouveras les replays de toute façon. Et le live d'aujourd'hui sortira dimanche. Donc, si jamais t'as pas envie de revenir sur Twitch, eh bien, tu peux aller sur la chaîne YouTube. Voilà. Et là, j'ai fait une dédicace pour Simia, pour ceux qui voudraient aller rejoindre sa chaîne. Lui aussi, il fait du paranormal, il fait du hip-hop. Aujourd'hui, il est en live street art. De toute façon, c'est chez lui qu'on va aller en raid, donc voilà. Kikotbot fait ton boulot. Oui, c'est ça, mais t'as vu, il l'a mis, hein. Ah non, c'est Stella qui l'a mis. Mais tu sais qu'il y a des fois, Caro, je me demande si je devrais pas le désactiver, le bot. Mais après, je le laisse parce qu'il met déjà le lien Discord, donc ça, c'est déjà très bien. Euh, mais en soi, il n'est pas vraiment utile, hein. Il n'est pas vraiment utile. Parce que j'ai été vérifiée justement dans mon bot, et il a deux choses à faire, c'est mettre la chaîne YouTube et mettre la chaîne Discord. Le shooter, bah, il sert même s'il prend son temps. À part les liens, oui, voilà. Et encore parce que regarde, celle-là, elle a mis point d'exclamation YouTube et il l'a pas mis. Ah, mais ça peut servir, hein, parce que quand quand il y a des bots, bah, il les renifle hein, directement et il les banne. Donc ça, c'est bien. Merci Ryan. Il est dans ma tête. C'est instant, exactement. Ah ben s'il voilà. Tu vois, il lui a fallu le temps. Mais il le fait, hein, pas nécessairement qu'on lui demande. Question, tu es quoi comme signe astrologique? Je suis Capricorne. Capricorne, j'ai l'ascendant Scorpion et de signe lunaire Cancer. Voilà, j'ai tout le panel. Tout s'explique. Ah, pourquoi, dis-moi? Qu'est-ce qui s'explique? Ah, tu t'y connais en astrologie? Tout s'explique. Après, je voulais vous dire, j'ai bien réfléchi et je pense que je ne ferai pas les lives sur TikTok. Euh,
Je ne le ferai pas parce que je vais devoir gérer 2 chats. Alors, ce que je ferai peut-être, mais ça, il faudrait que je trouve le temps, c'est de temps en temps faire un live TikTok. Hem, mais comme je suis ici, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, d'ailleurs Ryan, n'oublie pas que demain, je passe, la vidéo, ufologique sur, le salon cinéma. C'est ça, mais c'est ça le problème. C'est ça, c'est ça. Après, j'aimais bien, hein, parce que j'ai des personnes qui me suivent sur TikTok et que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément, qui sont très gentilles. Mais il faudrait elles soient connectées à ce moment-là. Et si ça se trouve, elles ne le seront pas au moment où moi je vais le faire. Née en 1975. Non, je suis pas née en 1975. Ils sont toc-toc sur TikTok. C'est moi la plus vieille. Tralala. Mettez tous votre année de naissance. Ah tiens, regarde les commentaires d'un live. Tu sais. Ben, écoute, moi j'ai des amis qui font des lives. J'ai des amis qui font des lives et je suis déjà montée sur leur live. Après, je sais pas si c'est parce que ce sont des personnes très gentilles et très cool, mais j'ai jamais eu de problème. Après, je vous avoue que j'ai abandonné les lives para, parce que les lives para, comme dit Ryan, je sers. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais après, quand je vais sur les lives de d'Angelo ou de mon ami Mike, j'ai jamais de problème. Euh, Il y a ce Gary aussi qui fait du dressage d'animaux, qui est très bien. Mais c'est pas des lives qui sont dans l'ésotérisme et dans le paranormal, etc. C'est juste, c'est des lives complètement différents. Donc du coup, je n'ai pas le retour je n'ai pas le retour par rapport justement et hormis de ce que je vois sur le paranormal. Après ce que j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps, c'est, des lives, sur, la politique et sur ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Mais quand tu t'intéresses à un live et que le liveur se fait allumer en tant que viewer, j'ai pas envie de rester. Oui, mais ça clairement, hein. Clairement, tu sais qu'il y a pas longtemps, je suis tombée sur un gars qui faisait un live et il avait mis les chemtrails en fond. Donc, il ne montrait déjà pas sa tête, hein. Donc, ça montre déjà la personne, le courage qu'elle a. Mais attendez, je vais lire le com et puis je vous raconte. Tu es dans l'eau et la terre, ta lune, planète du ressenti profond, dans le cancer, donc forcément attiré par le mystique et l'ésotérisme, dont l'émotion quadruplée pour percevoir et ressentir les choses invisibles, ton ascendant scorpion. Bon, il n'y a pas plus ésotérique qu'un scorpion et le capricorne, ce qui explique ton côté un peu dur, archaïque au premier abord, sans être méchant, même si ton ascendant scorpion doit jouer beaucoup sur le côté sombre. Oui, c'est ça. Mais tu m'as très bien décrite. On se connaîtrait pas, nous deux. Euh, et qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc j'arrive sur son live, mais sans le faire exprès, vous voyez, je scrollais. Et j'écoute ce qu'il dit. Et il était en train de démonter tout ce qui... Donc lui ne croit pas au chemtrail. Alors quel est le but de faire un live? Euh, Oui, c'est ça, exactement.
Il me manquait quelqu'un qui s'y connaît dans les horoscopes. Euh, et en fait, il était occupé à démonter toutes les personnes qui expliquaient les vapeurs d'avion, que ce sont des chemtrails, enfin, ils expliquaient tout ça. Et ils traitaient les gens de complotistes, enfin, vous connaissez ça. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu t'y connais en néo-ingénierie? Il ne répond pas à mon com. Il évite, il lit le com suivant. Donc, je réitère ma question, puisque il dit que on est cintré. Donc, du coup, je répète ma question, puisque si vous faites des recherches sur tout ce qui est ingénierie, etc., on parle de ça. Eh ben non, il a encore nié mon commentaire. Du coup, bah, je suis partie parce que j'avais pas envie d'insister, mais ça m'a mais grandement saoulée. Parce que vous voyez, quand vous allez sur des lives, moi j'ai déjà vu Titine en live, elle, elle dit, elle donne des bonnes choses. Après, elle explique que les lives pour elle c'est compliqué parce qu'elle ressent les énergies des gens et que justement, comme les gens ils sont complètement bornés, on reçoit plus d'énergie négative que d'énergie positive, donc elle se sent pas bien. Mais bien souvent, les gens comprennent ce qu'elle raconte. Donc, si ça va dans un sens, pourquoi ça n'irait pas dans l'autre? Oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Oui, mais c'est ça, Ryan. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il y avait plein de personnes hein, qui faisaient des témoignages et tout, et il essayait à chaque fois de tout démonter. Donc voilà. Après, c'est ce que je vous dis. Il y a des personnes intéressantes. Par exemple, vous avez Brian, pour tout ce qui est loi, etc. Ben, c'est intéressant de le suivre parce qu'il donne tout le temps des trucs intéressants. On peut lui joindre en privé et tout. Moi, je trouve ça intéressant. Puis vous avez Calypso au niveau de l'astral. Je n'ai jamais autant appris au niveau de l'astral, vu que avant que je puisse en parler avec Jojo, ben, je ne connaissais pas trop le voyage dans l'astral, hormis les EMI. Et du coup, ben, je me suis intéressée à ce qu'elle expliquait et j'ai trouvé ça intéressant. J'en ai vu il y a pas longtemps des chemtrails dans le ciel bleu. J'ai mis une vidéo du jour de l'orage. C'était hier, j'ai filmé le ciel devant. Je pense que c'est 2 heures après, il a plu comme vous verriez la vidéo du ciel et le nombre de chemtrails qu'il y a dans le ciel et il faut pas venir me dire que c'est normal d'avoir un ciel comme ça. C'est impossible. Et 2 heures après, je pense même pas, il y a eu de la pluie, du vent, un truc de ouf, un truc de ouf. Ce qui me gave, ce sont les gens qui croient tout connaître et qui demandent à être respectés sans respecter les autres points de vue. Ouais, c'est ça. Comme j'ai déjà expliqué, levez le nez et regardez le ciel et vous comprendrez ce qui se passe. Si après les gens ne comprennent pas qu'ils doivent, je vous parle quand même que avant Covid et début Covid, on disait déjà qu'il fallait quitter les villes. Au jour d'aujourd'hui, on insiste toujours là-dessus et je vous ai déjà dit plein de fois, si vous habitez en ville et que vous n'avez pas la possibilité de partir et de déménager parce que ce n'est pas possible pour tout le monde, protégez vos foyers. Faites en sorte que le jour où il se passe
des émeutes ou quoi que ce soit, que vous soyez protégés. Je ne le dis pas pour vous faire peur, je le redis pour votre bien. Oui, et puis les ondes, Ryan aussi, ça fait beaucoup. Et puis cet effet qu'on a, vous savez, cet effet micro-ondes qu'on a depuis quelques années, c'est horrible. euh, et c'est de plus en plus fort. Et je peux vous donner un exemple de film si vous ne l'avez pas vu. Il est sur Netflix. Moi, je l'avais déjà vu avant, mais je l'ai regardé ici cet après-midi. C'est Geostorm. Allez voir ce film. Il est encore sur Netflix, je l'ai regardé aujourd'hui. Moi, je l'avais vu en DVD il y a déjà très 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 longtemps, mais allez le voir. Allez le voir et d'un œil éveillé, vous allez vous dire, oh ben punaise, c'est vraiment bizarre. Bon, alors, ceci étant dit, euh, oui, c'est ça, le sable du Sahara. Ceci étant dit, on va faire le raid. On va aller chez Simia. Il est en street art ce soir. Bill Gates l'avoue avec ses moustiques génétiques modifiés balancés partout. Et pour les chemtrails, pareil, les mecs de F. Dans toutes les conférences, on en parle. Je veux dire. C'est même pas du complotisme. Les mecs ont pignon sur rue de leur plan et disent partout, au moins d'être aveugles ou de mauvaise foi. Merci. C'est exactement ça. Sauf que on dirait que les gens, ils ne comprennent pas. Alors, tu vois, moi, je jette l'éponge, tu vois. Je montre, il y a des fois, je vois des trucs et je les partage parce que ça me parle tellement que je ne peux pas faire autrement, ou je vois des choses et je les partage parce que j'ai besoin de les partager, parce que je me dis, si moi ça me parle, ça se trouve, ça parlera à d'autres et ça permettra de les aider. Donc je le dis, mais voilà. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, Nico, tout à fait. Et il n'y a pas que les moustiques modifiés, hein, il y a les puces aussi, il y a plein de choses hein, de ce style, hein. On a remarqué avec ma vétérinaire il y a pas longtemps que les chatons, malgré avoir été traités, ont encore des puces, alors que normalement, ça ne devrait plus être. Voilà. On a remarqué aussi qu'il y avait deux sortes de puces, des noires et des rouges. Avant, une puce était noire, et puis basta. Bon, allez, on fait ce raid. S'il vous plaît, on n'est pas nombreux, donc je vous demande de rester pour le raid. On se retrouve donc demain dans le salon, en salle de cinéma pour le documentaire. Je vous préviens, il dure 2 heures. Donc, je commencerai sûrement, oui, peut-être à -10, -10, -15 déjà. Je commencerai un tout petit peu plus tôt parce qu'il fait un peu plus de 2 heures et du coup, je veux le regarder tranquillou. Mais je mettrai un mot dans le Discord, Ryan, donc t'inquiète pas. Et puis, la vidéo, ici, elle sortira dimanche. Demain, il y en a une sur YouTube qui sort avec les histoires crépies. Alors, ça marche comment la salle de cinéma? Eh bien, je vais t'expliquer vite fait avant qu'on fasse le raid. Tu vas, tu sais, donc tu as tout ce qui est discussion. Merci pour ton follow, Shalom. C'est gentil. Bienvenue à toi, du coup. Tu as les réseaux sociaux, puis tu as les lives, et en dessous, tu as salon vocaux. Et dans salon vocaux, tu as salle de cinéma, discussion en live et salle d'attente. Eh bien, tu vas dans salle de cinéma
Et puis, hop, tu coupes le... Oui, il faut couper le son de votre micro. Couper le son de votre micro et tout. Et puis voilà. Et puis c'est parti. Et vous regardez tranquillou avec moi. Voilà. Allez, je lance le raid. Je passe sur l'autre... Attendez. Tac, sur l'autre salon. Je vous fais des bisous et à lundi. Un raid est arrivé à nos bords.